Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, avec un chat qui visiblement non content de vouloir lancer des lives tout seul comme ça en marchant sur mon clavier, et bien un petit chat qui voulait vous dire bonjour et puis qui là s'assoit sur ma chaise, donc on va en profiter un petit peu, il est tellement adorable ce chat. Donc aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de la série Constellations éphémérides. Je vous propose de nous intéresser à une constellation quand même assez facilement reconnaissable et qui pourra peut-être, pourquoi pas, nous servir de guide pour repérer des objets à ses alentours. Je vous propose de parler de la couronne boréale qui se situe à gauche de la constellation du Bouvier. Et je vous propose ensuite de nous intéresser aux éphémérides de la période du 4 au 11 juin 2021, période de nouvelle lune, donc propice à l'observation du ciel profond et dernière véritable opportunité avant le solstice d'été. Pourquoi? Parce que les nuits deviennent de plus en plus courtes, clairement. Peut-être l'opportunité de pouvoir avoir peut-être les premiers nuages noctulescents également. Donc tout un gros programme d'observation pour vos prochaines soirées, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Je vous invite donc à découvrir la constellation de la couronne boréale. Vous la trouverez sur la gauche, donc en fait côté est de la constellation du Bouvier que nous avons vu dans les semaines passées. Donc à partir de la constellation de la Grande Ourse, il suffit de poursuivre le chemin de la casserole pour tomber sur la constellation du Bouvier. Et on va repartir vers la gauche dans l'autre sens comme un rebond finalement pour trouver ce groupe d'étoiles brillantes très facilement reconnaissable, enfin sauf éventuellement en ville, mais en tout cas dès que vous allez sortir des villes, vous n'aurez pas de difficulté à reconnaître ce groupe d'étoiles. Ce groupe d'étoiles, en fait, quand on va commencer à faire une photo, par exemple avec un objectif d'appareil photo et un petit peu de pose, et bon, bien évidemment là il y a un peu de traitement pour arriver à faire cette photo, eh bien vous allez trouver éventuellement des références d'objets du catalogue NGC autour de ces étoiles. Sachez que dans la constellation de la couronne boréale, il n'y a pas d'objet facile. On est sur les premières galaxies observables sont de magnitude 12, magnitude 13. On est clairement plus sur une constellation qui sera pour les astrophotographes. On notera que cette constellation se trouve finalement entre l'amas de la chevelure de Bérénice et de la Vierge et un amas Abel que nous verrons bientôt qui se trouve donc dans le pied de la constellation d'Hercule, et tout ça, ça forme le Grand Mur. En fait, nous sommes toujours dans cette zone qu'on pourrait qualifier de paradis pour les amoureux des galaxies. Et pour ceux qui aiment à rechercher ce que je surnomme les petits coquillages, c'est-à-dire ces petites formes toutes petites, sur lesquelles on a finalement peu de détails à part une forme un peu bizarre sur vos photos. On va commencer par une première galaxie, NGC 5958, et donc avec Sky Safari, ce ne sera pas difficile à trouver, vous tapez tout simplement le numéro et il va vous la proposer immédiatement dans sa liste. Cette galaxie pourra être repérée donc à partir des étoiles les plus brillantes. On est sur une galaxie quand même peu lumineuse de magnitude 12,5 qui est observable avec un télescope de 300 mm et c'est peut-être une des seules de cette constellation. Je vous propose de continuer avec une autre galaxie, NGC 6131. Là aussi, on est sur une galaxie de l'ordre de la magnitude 13, à la limite de la constellation finalement d'Hercule. Donc on ira plutôt la chercher sur la base des étoiles justement de la constellation d'Hercule, pas très loin du célèbre amas globulaire M13. Il s'agit apparemment de deux galaxies donc un système double en fait. Et apparemment donc on pourrait considérer peut-être une interaction gravitationnelle entre ces deux galaxies. En tout cas, ça donne une forme un petit peu inhabituelle. Et puis, il y a encore d'autres galaxies autour de ce premier groupe. Donc là, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à imager. Ça peut être une cible assez intéressante de magnitude 12,8. On est sur quelque chose d'observable et de photographiable quand même. Globalement, j'ai comme l'impression que finalement, les objets NGC qui se trouvent dans cette constellation de la couronne boréale ne sont pas forcément très souvent photographiés par les astronomes amateurs, et c'est quand même bien dommage.
On va continuer avec un groupe autour de NGC 6109, une photo faite par Philippe Bazard avec donc son télescope Ritchey Chrétien 250. On n'est pas sur le plus petit instrument bien évidemment. Ce groupe se trouve un petit peu en dessous finalement de ce que l'on vient de voir avant. Et en fait, quand on commence à zoomer avec Sky Safari Pro, eh bien, on reconnaît et on comprend qu'il y a un nombre de galaxies absolument faramineux dans cette zone. Donc là, on est sans doute sur un amas de type Abell. Le problème, c'est que Sky Safari ne nous indique pas les appartenances aux amas Abell. Mais là, on a quand même quelque chose d'assez assez fabuleux à voir. Et ça, vous pouvez photographier ça en réalité plus facilement que vous ne le pensez. On n'a pas besoin d'avoir une très longue focale. Par contre, on a besoin quand même d'accumuler du signal assez longtemps. Voici une vue un peu plus globale de la constellation et toujours avec la résolution astrométrique. Là, on comprend qu'on a quand même un nombre d'objets dans cette zone qui est très très important. Et donc, bon, on peut s'intéresser finalement à cette constellation un petit peu à toutes les focales. Là, ici, c'était tout simplement avec un objectif de 50 mm de focale, hein, tout simplement. Alors, un groupe qui pourrait être intéressant à observer, c'est Abell 2065. Et donc, vous savez que j'aime ces super amas de galaxies, et là, on en a un avec nous. Alors, quand un amas Abell est difficile à trouver, donc dans Sky Safari par exemple, il y a plusieurs sites qui pourront vous donner éventuellement la liste des objets qu'il y a dedans. Donc, on peut noter par exemple PGC, là, 54 883, et on peut se baser sur ce numéro justement. Et là, à ce moment-là, vous allez trouver votre amas Abell avec finalement toutes les galaxies qui la composent, et vous pouvez voir que vous en avez beaucoup. Donc voici différentes photos qui ont été faites par plusieurs astronomes amateurs. Bien évidemment, je vous mets tous les liens dans la description, ça vous donne une idée aussi du matériel utilisé. Vous pouvez voir que là, clairement, il y a du signal. Donc Abell 2162, c'est encore un autre, et là aussi, on va avoir le même type de problème pour aller le chercher. On n'a pas forcément beaucoup d'indications. Mais là-dessus, vous avez la résolution astrométrique, donc en fait, il suffit de chercher NGC 6085. C'est une galaxie de magnitude 14, donc là, bien évidemment, n'espérez pas l'observer au télescope. Et vous pouvez voir qu'on a encore une fois du monde autour. Donc la zone est grande, mais vous voyez qu'avec le cadrage de votre appareil photo sur votre télescope, vous pouvez faire quelque chose d'intéressant. On continue avec le cœur justement de Abell 2162 avec NGC 6086 et NGC 6085. Donc vous voyez qu'on peut avoir un petit peu de résolution sur ces deux galaxies. On va continuer donc avec Abell 2092. Même chose, un petit peu difficile de trouver finalement l'objet dans Sky Safari. Par contre, vous pouvez vous baser justement sur le nom de certains des objets du catalogue PGC. Et là, à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous allez trouver votre amas et donc un petit peu tout ce qui peut traîner autour. Vous voyez qu'il y a quand même du monde. Même remarque donc pour Abell 2079. Et vous pouvez voir que cet amas se trouve là aussi sous une des étoiles brillantes donc de notre constellation. Donc finalement, on a deux amas Abell qui peuvent être pointés directement en pointant des étoiles visibles à l'œil nu. On a ensuite Abell 2142 et notre recherche va se faire de la même façon. Là encore, on est à proximité d'une des étoiles brillantes de la constellation et on est sur des champs larges. Il est important, quand on veut faire ce type de photo, d'avoir des optiques bien nettoyées pour limiter au maximum la diffusion et de s'assurer qu'on n'a pas de nuages de haute altitude qui viendraient voler les images. Si vous avez un télescope de Newton, assurez-vous de bien couvrir le chanfrein de votre miroir avec des masques de chanfrein par exemple, pour éviter d'avoir des flamèches disgracieuses autour des étoiles brillantes. Et on revient donc pour terminer, donc on a un Abell qui se trouve autour de cette étoile, un Abell autour de celle-là et un Abell autour de celle-là. Donc il est un petit peu au-dessus là, et là ils sont un petit peu en dessous. Donc ça fait des cibles intéressantes que vous pouvez tenter de photographier. Bien évidemment, on est sur des cibles difficiles malgré tout, mais j'espère que cette navigation dans la constellation de la couronne boréale vous aura plu.
Voilà, donc j'espère que cette découverte de la constellation de la couronne boréale vous aura plu. Maintenant, vous ne regarderez plus ce chapelet d'étoiles brillantes assez sympathique à regarder de la même façon. Il y a quand même des petites surprises toujours, et je pense que ces épisodes justement d'éphémérides un à un, enfin de découverte des constellations un à un, nous permettent de découvrir un peu plus de choses sur des constellations. Finalement, on passait autour et on se disait, bon, il n'y a rien d'intéressant dans cette constellation, et c'est peut-être finalement un petit peu dommage. Voilà, donc si vous n'êtes pas dans la période du 4 au 11 juin, vous pouvez terminer là votre visualisation de l'épisode. N'oubliez pas de lâcher un petit like et un petit mot dans l'espace commentaire, c'est important pour le référencement de la chaîne, et à partager cet épisode autour de vous. Et puis si vous êtes dans la période du 4 au 11, je vous invite à rester. Merci, au revoir. Donc maintenant, je vous propose d'enchaîner avec les éphémérides, et nous arrivons sur la période de la nouvelle lune, donc ça veut dire une période propice à l'observation du ciel profond. Donc on a effectivement pas trop de détails lunaires, sauf vraiment toute fin ce week-end à observer. Par contre, on aura le ciel profond et la possibilité, bien évidemment, de nous intéresser à ces différentes constellations donc, que nous avons vues ces dernières semaines dans les épisodes de constellations. Donc si vous ne les avez pas vus, vous pouvez y retourner, vous avez la playlist pour ça. Et donc je vous propose de voir en voix off avec tous les slides à chaque fois, donc un petit peu tout ce qu'il y a à observer cette semaine. Commençons nos éphémérides en repérant, comme à chaque fois, les horaires de crépuscule et les phases de la Lune. 23h26 pour le crépuscule nautique et 4h13 le matin. Vous remarquez que vous avez une nuit qui vous permet de faire de l'astronomie de l'ordre de 5 heures maintenant. Et les phases de la Lune sont décroissantes pour arriver à la nouvelle Lune qui sera donc jeudi 10, on va en reparler. L'ISS est de jour, peut-être la possibilité d'un transit solaire, vous allez sur le site donc ISS Transit Finder, et avec les applications pour pouvoir repérer, savoir si vous n'avez pas éventuellement un transit solaire de l'ISS. Notre semaine s'articulera autour de deux événements majeurs, à savoir une double éclipse demain matin, donc en fait samedi 5 au matin, attention, double éclipse donc de Ganymède qui va éclipser Io, et les deux vont projeter leur ombre sur Jupiter. Il est rarissime d'avoir une lune qui éclipse une autre lune, donc elle ne va pas passer devant Io, mais par contre elle va bloquer la lumière du soleil vis-à-vis de Io qui va disparaître pendant quelques minutes. Le phénomène va être difficile à observer depuis la France métropolitaine, quoique pas impossible. Et donc jeudi 10, nous avons une éclipse annulaire de soleil avec un live sur la chaîne Astro. Donc nous serons pas moins de 8 astronomes avec au moins 11 télescopes pour essayer de vous la montrer avec un maximum d'images et puis aussi de commentaires assez intéressants. Vous avez vu le teaser sur la chaîne. Donc à la nuit tombée, on peut regarder la configuration déjà des planètes. Vous voyez que Vénus est en train de continuer son élongation, Mercure est de plus en plus proche du Soleil, c'est ce que nous avons vu la semaine dernière, et Mars continue sa navigation dans la constellation des Gémeaux, mais elle est maintenant de plus en plus petite. Il y a vraiment plus grand chose à voir, et ce sera au petit matin, aux alentours justement de 3-4 heures du matin, que l'on pourra commencer à observer les différentes planètes. Et donc concernant les différentes planètes, voilà, les variations de diamètre apparentes sont pas forcément énormes, on va pas trop s'y attarder, et Mercure va passer par sa conjonction inférieure bientôt, dans quelques jours, et donc effectivement ce n'est plus observable. Plaçons-nous maintenant cette nuit à 2 heures du matin, donc samedi 5, heure française. Elle est encore sous l'horizon, vous pouvez voir que la hauteur est négative, et nous allons faire avancer les minutes. Et vous pouvez voir qu'à 2h32, 2h33, les deux ombres de Ganymède et de Io se superposent strictement sur le disque de Jupiter. C'est assez impressionnant. Et donc on comprend en fait que Ganymède va éclipser Io, qui va donc ne plus être éclairé par le soleil. Donc 2h33 du matin, vous pouvez voir que pour le centre géographique de la France, la hauteur sera de 4 degrés. Il est donc clairement préférable d'être au sud-est de la France pour pouvoir observer ce phénomène qui sera véritablement exceptionnel. Il est très très rare d'avoir donc ces deux ombres qui se superposent. Quand j'ai recherché l'appellation double éclipse par rapport à Jupiter, j'ai trouvé d'autres phénomènes où il y avait des doubles transits d'ombre, mais il n'y avait pas d'éclipse, en l'occurrence d'une
d'une lune qui éclipse l'autre vis-à-vis du soleil, et donc là on est sur un phénomène extrêmement rare. Pendant la suite, bien évidemment, du temps, on peut voir justement les ombres qui évoluent sur la surface de Jupiter, et puis ensuite le transit de Io, et enfin le transit de Ganymède ne sera pas observable dans la mesure où le soleil, là à 5 heures du matin, le soleil sera levé, ou sera pas loin de se lever, donc là ça va commencer à devenir vraiment très difficile. Sachez que l'observation du transit d'une lune devant Jupiter nécessite d'avoir un télescope avec une bonne résolution et un bon diamètre. Par contre, en photo, avec un 150 ou un 200 mm de diamètre, ça peut être faisable si vous avez un ADC, vu que là, on est vraiment très très bas. Donc, concernant la position des planètes, on l'a dit, Mercure qui est en train de revenir vers le Soleil, Vénus qui est en train de progressivement d'aller naviguer vers son élongation Est, Mars qui se rapproche du Soleil, et Saturne et Jupiter qui sont en train d'évoluer progressivement vers leur opposition, mais qui sont donc visibles au matin. Neptune est observable également au petit matin. Uranus, ça va commencer à devenir faisable, comme vous pouvez le voir sur l'application Sky Safari. Concernant les autres événements de la semaine, on notera donc effectivement toujours les supernovas et les novas actuellement observables. Quoique peut-être qu'à un moment donné, elles vont commencer à ne plus devenir observables, mais on a généralement moins facilement l'information. Vous avez toujours les deux comètes en question, vous allez sur le site The Sky Life pour avoir les informations. Et puis nous avons l'opposition de Juno, donc Juno, on va aller voir ce que ça peut donner aux alentours justement de 23 h. L'opposition a lieu le 7, donc on va s'y mettre précisément. Alors on va pousser quand même d'une heure parce que on est bien évidemment sur une opposition. Et sur Sky Safari, donc vous avez un petit bouton de recherche et vous tapez juste le numéro de l'astéroïde et il vous sera proposé assez rapidement. Donc là, vous pouvez le centrer et vous pouvez voir qu'il est dans la constellation du Serpentaire. Il n'est pas très très loin de M10, donc vous pouvez en profiter pour aller essayer de faire des prises de vue, éventuellement même les deux ensemble en fonction de votre cadrage et de votre instrument. Sky Safari vous permet de faire ce genre d'informations, donc vous devez passer pour ça sur observer. Vous avez affiché télescope, il va falloir le faire 3 fois parce qu'il va falloir déjà paramétrer votre instrument. Donc si je prends par exemple les informations pour mon Sony A7S sur le photostroke, donc il faut que je retrouve les bonnes, ce sont les deux premières. Hop, le cadrage, je suis pas loin. Donc à 800 de focale avec un full frame, d'avoir les deux à la fois. Et vous avez donc la trajectoire de Juno ne s'affiche pas, mais peut-être qu'elle va se rapprocher de M10 dans les jours à venir. Mais voilà, c'est le phénomène de parallaxe. Donc concernant les détails lunaires, on notera bien évidemment les éléments qui sont sur la gauche donc de la Lune, donc Gassendi, Kepler, Aristarque et Mariussi, les Reiner Gamma. Il n'y aura pas grand chose de plus à observer et on notera bien évidemment notre éclipse annulaire le jeudi 10, donc à suivre sur la chaîne Astro. On a un rapprochement de Lune-Vénus à 0,7 degrés le vendredi 11 au soir, et donc là on va se retrouver clairement avec un très très fin croissant lunaire, donc ça va être un petit challenge, ça va être assez intéressant, et la conjonction inférieure de Mercure, donc vendredi 11, vous voyez. Donc voici ce que donnera la Lune le 5 au matin, donc ce samedi matin, et dimanche matin aussi, donc on est vraiment sur la partie gauche, et puis après ça, il n'y aura plus trop de détails observables. Concernant le Soleil, voici les prises de vendredi. Donc le groupe de tâches 28-27 et 28-29 sont tous les deux observables, enfin en tout cas avec bien évidemment les instruments adaptés, les filtres adaptés de pleine ouverture. Donc bien, le groupe 28-29 devrait être encore observable, mais plus sur la droite. Au moment de l'éclipse, ça devrait être intéressant. Puis là, on voit quelques petites facules là, donc peut-être qu'il y a de l'activité sur ce côté-là. Et donc la partie beaucoup plus de l'activité du Soleil, on peut voir qu'il y a des intenses activités régulièrement, donc ça commence à devenir intéressant. Vous l'avez donc compris, cette période est propice à l'observation du ciel profond, et si on regarde bien, vous avez commencé à connaître pas mal les constellations, le Lion, le Sextant, le Petit Lion, la Chevelure de Bérénice, les Chiens de chasse, la Grande Ourse, vous avez le Bouvier, vous avez donc la couronne boréale dont nous venons de parler, et nous avons la Vierge et le Corbeau. Toutes ces constellations maintenant ne devraient plus avoir trop de secrets pour vous, et bien évidemment le Dragon que je l'ai oublié. Donc voilà, et vous avez Hercule par exemple avec M13, le Serpentaire avec les différents amas globulaires donc du catalogue de Messier, autant de cibles que vous allez pouvoir observer
donc en ces petites nuits courtes, mais dont le ciel est dégagé. On termine donc avec le petit rappel d'usage pour l'observation du soleil. L'observation du soleil est hyper dangereuse et donc nous avons cette semaine cette éclipse annulaire qui sera donc partielle pour ce qui est de l'Europe. Donc bien évidemment, on n'observe pas en direct le soleil comme ça, c'est ultra dangereux. La luminosité est tellement supérieure à celle de la Lune que là, il y a un véritable danger. Je vous renvoie à l'épisode sur comment observer l'éclipse, qui vous donnera toutes les préconisations d'usage, etc. Et puis je vous donne rendez-vous dimanche. Voilà, j'espère que cet épisode donc vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un mot dans l'espace commentaire, à me soutenir en quelques clics, et bien évidemment quelques likes aussi, même si vous regardez depuis une télé. N'oubliez pas de vous reconnecter. Partagez cet épisode autour de vous, et je vous donne rendez-vous donc, je l'espère, jeudi 10 pour un live. De toute façon, s'il y a d'autres lives et moi je ne peux pas en assurer, je vous donnerai des liens dans l'espace commentaire et sur le groupe Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci.